c'est l'occasion soit d'interroger nos présentateurs, soit les responsables de l'administration, ou de faire part de vos avis sur les questions qu'on a posées. Faut-il parler du prix? Si oui, comment? Voilà. La parole est à vous. Bien, j'aurais peut-être une question pour M. Marot ou M. Renard, parce que comme le ministre est absent, c'est peut-être à eux de nous répondre. Bon, puisqu'il y a une volonté de la Commission européenne de nous aider donc, dans les groupements de producteurs ou bien voire même les OP, organisations de producteurs, et qu'on voit l'engouement même du ministre à vouloir donner 100 000 € par an pendant 5 ans, je me demande, c'est vrai que moi, en tant que producteur, je me demande comment on peut vraiment allier la théorie à la pratique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà essayé pratiquement de créer cette première OP wallonne et on se rend compte sur le terrain la difficulté que nous rencontrons à ce que les agriculteurs, justement, rentrent dans ces OP. Pourquoi? Parce que nos coopératives sont devenues tellement grandes également qu'ils ont aussi la peur, pour certains gros groupements, d'abandonner ces coopératives pour pouvoir peut-être appartenir à des OP. Alors je crois qu'il y a une grande crainte des agriculteurs de rentrer dans les OP et comment, sur le terrain, on peut faire justement pour mettre ça en route. Ok, merci. On prend quelques questions, d'autres? Okay. C'est à propos de la démarche agri-éthique en France. Pourriez-vous nous préciser qui est porteur de la démarche, si c'est votre coopérative, une association de coopératives ou bien les pouvoirs publics? Ok, merci. Oui, mais on prend quelques questions. D'autres? Oui, c'est aussi à propos de l'agri-éthique. J'aurais voulu savoir au niveau des quantités, parce que c'est bien de parler d'un prix qui est fixé à l'avance, mais évidemment, au moment où on fixe les prix sur 3 ans, on n'a aucune idée des rendements. Et c'est un peu pour savoir ce qui se passe avec le surplus et est-ce que le surplus n'a pas un effet, un impact de faire baisser les prix chez les concurrents et ainsi rendre le produit agri-éthique moins attractif. Ok. Encore une question avant? Oui, une petite question concernant c'est qui le patron. Monsieur nous a expliqué que la partie du prix... Plus fort. Vous ne m'entendez pas. Concernant c'est qui le patron, on nous a expliqué que la partie du prix de vente du lait retournant au producteur était d'un certain montant. Est-ce que ce montant est un pourcentage fixe, quelle que soit l'évolution du prix de vente ou pas? Ok, merci. Voilà, donc on va passer aux réponses à ces questions. Donc d'abord, José. Je ne sais pas si c'est vraiment politique. C'est vrai que nous, on met à disposition les outils, et je crois que de temps en temps, on pourrait inviter Guy Franck à venir nous expliquer les démarches que lui a mis en route pour créer son association, qui est la première en Wallonie, donc WAFAB. Maintenant, comment stimuler les producteurs? Je partirais peut-être du constat d'Alain. C'est qu'en période de crise, en général, tout le monde est prêt à rentrer dans toutes les démarches. Et puis, quand la crise est finie, ou quand elle s'est atténuée, chacun retourne un peu à son individualisme. Moi, je crois que ce qu'on doit faire, c'est fournir des outils, c'est mettre des moyens avec ces outils, et puis après cela, c'est aussi peut-être aux producteurs à se prendre en main. Je pense qu'on n'est quand même pas dans un système politique où on oblige les gens à faire certaines choses. On soutient la démarche, on soutient les démarches quand elles sont volontaires, et dire aussi quand on est en qualité différenciée ou en AOP, IGP, l'initiateur de la démarche, l'initiateur de la reconnaissance, ce sont les producteurs. L'autorité, elle est là pour soutenir leur démarche. Et il y a une demande d'IGP qui fait beaucoup l'actualité.
Si on avait le temps, on passerait en revue tout ce que la région a déjà investi pour obtenir la reconnaissance de cet IGP. Donc, largement, on est derrière la démarche, mais c'est clair que la démarche, au départ, elle doit être celle des producteurs. Alors, on doit peut-être essayer d'avoir encore des arguments plus convaincants, mais ça, c'est avec beaucoup d'ambition, parfois, mais ce n'est pas toujours évident. Je suis d'accord avec Guy sur le constat. Je pense que ce qui a été dit, notamment dans les démarches, que ce soit en AOP, IGP, mais aussi au niveau de la qualité différenciée, c'est que les cahiers des charges sont propriété des producteurs concernés. Et donc, notre travail, évidemment, c'est de soutenir, quand c'est pour les AOP, IGP, c'est de transférer ça vers l'Union européenne, en investissant, et d'ailleurs on en a parlé pour le saucisson d'Ardenne, on a dû investir beaucoup en justice pour défendre justement les intérêts de la Wallonie et plus particulièrement des producteurs de saucissons d'Ardenne. De la vraie Ardenne, oui. Il y a beaucoup d'Ardennes. Hein. En France, c'est les Ardennes. Merci. Alors, Agriéthique, 2 questions. Alors, la première... Ah oui, qui porte la... Oui, qui porte la démarche agriéthique. Alors, c'est vrai, cette question-là, j'ai déjà eu. Parfois, on me dit, mais pourquoi... Alors, chez nous, on a une fédération des coopératives. Et on me pose souvent la question, mais pourquoi ce n'est pas la fédération qui a apporté le projet ? Pourquoi pas, mais ce n'est pas elle qui a été à l'initiative. Donc, finalement, voilà, c'est passé comme ça. Il n'y a pas d'explication particulière. Après, aujourd'hui, Agriéthique fait partie de la coopérative. C'est-à-dire que c'est une société de la coopérative Cavac. C'est porté par les agriculteurs. Voilà. Après, je réponds à une deuxième question. Est-ce que ça me pose des difficultés pour aller voir d'autres coopératives? C'est vrai que c'est la seule initiative en France qui arrive à s'exporter à d'autres coopératives. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a d'autres démarches, il y a 2 autres démarches en France qui sont très axées sur l'environnement, qui sont portées par 2 autres très grosses coopératives, qui ne sont pas dupliquées dans d'autres coopératives. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair là. Je commence à fatiguer là. Et la deuxième question? Et la deuxième question, c'était sur le surplus, je crois. Alors là, si j'ai bien compris, c'est si le cas, je parlais du cas de notre coopérative où au départ on avait lancé un volume sans forcément avoir le marché, c'est ça? Quels sont les volumes aujourd'hui? Aujourd'hui, on dépasse les 40 000 tonnes déjà. Oui. On dépasse les 40 000 tonnes en blé. Avec, parce qu'on m'a posé la question quand je suis allé chercher mon téléphone tout à l'heure, concernant le prix. Alors déjà, on n'impose pas de prix. Hein, chaque région établit son prix entre les différents partenaires. Mais on tourne autour de 180 € payés producteurs, sans compter les primes cahier des charges. Oui, mais merci. Mais ma question, c'était aussi, j'imagine que vous fixez des quantités sur lesquelles vous vous engagez à un prix fixe. Oui. Et au-delà de cette quantité-là, vous ne prenez pas la marchandise, vous la prenez à un prix inférieur ou vous laissez, vous laissez le surplus à l'agriculteur ou Non, aujourd'hui, l'agriculteur ne met pas plus de 30% dans cette démarche-là. Ah, voilà. Voilà. Alors, pour diverses raisons. Non, mais c'est important. Pour diverses raisons. D'une part, quand la coopérative a un volume, par exemple, de 5000 tonnes avec son meunier, la question qui peut se poser, c'est quels sont les agriculteurs que vous allez sélectionner. D'accord ? Oui. Donc déjà, le fait de mettre que 30%, ça permet d'avoir un peu plus de producteurs dans la coopérative pour qu'ils puissent bénéficier de la démarche. D'accord ? Parce que si la coopérative, et ce qui arrive dans le commerce équitable Nord-Sud, où des groupes de producteurs récupèrent le différentiel de marché et après font un partage auprès de l'ensemble des producteurs. Mais après, je veux dire, ça représente peanuts pour chaque agriculteur. Et l'intérêt aussi, ça rejoint la question que vous avez dit, et c'est pour ça que je voulais y répondre aussi, vous étiez en train de dire, en contexte de crise, finalement, c'est vrai que j'ai pas mal d'appels d'agriculteurs qui me disent « Ah, moi, je veux rentrer dans Agriéthique ». Quand on a commencé Agriéthique, les premiers contrats, donc c'était fin 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin 2012, mais les prix de marché, ce n'était pas 150 comme aujourd'hui. Hein. On était plutôt autour de 230, et pourtant, on achetait à 180 nos producteurs. Donc il y a quand même des agriculteurs qui n'étaient pas opportunistes et qui ont cru en la démarche. D'accord ? Et l'intérêt aussi, c'est que finalement, en mettant 30%, et il ne faut pas se le cacher, quand les journalistes me posent la question, je leur dis, et le reste, il est où ? Le reste, il est encore sur le marché. Merci. Alors,
C'est qui le patron? Donc, quelque part, la question est aussi liée. Donc, est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un prix fixe qui revient au producteur? Et deuxièmement, de manière sous-jacente, bon, on est en situation de crise. Vous avez des producteurs qui sont avec vous, qui répondent à votre demande. Si demain le lait passe à 45 centimes sur le marché mondial, et que les producteurs vous lâchent parce qu'ils disent qu'ils vont préférer retourner dans un autre système, on fait quoi? J'avais réfléchi à la première. La première question, c'est un prix fixe. Hein. C'est 39 centimes prix de base, donc hors prime. Donc il y a les primes en plus. En octobre, ils étaient à 41,50 même, en fonction de la qualité du lait. Quel que soit le prix de vente, ce sera 39 centimes. C'est l'engagement qui a été pris auprès des consommateurs. Voilà, c'est comme ça. Alors, après, le prix de vente, il est à 99 centimes prix conseillé. Si jamais un distributeur souhaitait le baisser, ça resterait 39 centimes. Il se débrouillera avec ses marges à lui. On ne touchera pas. Ça, c'est un engagement fixe. Hein, voilà. Sur la seconde question, moi j'ai moins d'expérience qu'Agriéthique, mais je suis très content de la réponse qu'il a donnée, parce que ça me paraît rassurant. Je ne peux pas parier sur comment ils vont réagir. La démarche a été lancée il y a 3 ou 4 mois. Maintenant, si effectivement les agriculteurs faisaient ça, ce serait une incompréhension totale, je pense, pour les consommateurs. Et s'il y avait de nouveau une crise derrière, là, je ne sais pas comment on ferait. Hein. Parce que là, il n'y aura plus de confiance non plus envers les producteurs. Quoi. Voilà ce que je peux répondre. Je vais juste rebondir. Je parlais et j'aime pas trop le terme, mais de la sélection des producteurs qui peuvent rentrer dans la démarche. Il n'y a pas une sélection, mais il faut se poser la même question pour les meuniers, les boulangers et les industriels. Alors, je ne l'ai pas dit non plus, mais dans nos contrats, aujourd'hui, on a mis une clause pénale qui, dissuade le partenaire de sortir de la démarche. C'est-à-dire qu'il a une pénalité financière et en plus, il doit payer par rapport au différentiel du marché. Autant dire qu'il n'a aucun intérêt à sortir de la démarche. Mais l'autre paramètre aussi, c'est que nous, on n'a aucun intérêt aussi à ce qu'un des partenaires agriéthiques, opportunistes, parte dans les 3-4 mois à venir. Donc, parce que derrière, en termes d'image, pour la démarche, c'est une catastrophe. Merci beaucoup. D'autres questions? Compléments? Oui, moi j'ai une question aussi pour le lait du consommateur. Je ne sais pas si vous aviez précisé le nombre de producteurs qui étaient impliqués dans la démarche. Il me semble que j'ai retenu qu'il y avait 1 million de litres de lait déjà depuis le début de l'initiative qui était commercialisée. Et ce que je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez précisé au niveau de la collecte, comment ça se passait, si c'était avec les laiteries existantes, conventionnelles, si c'était les laiteries qui collectaient, puis qui conditionnaient le lait. Et dans ces démarches de commercialisation, donc notamment via ce canal avec la grande distribution, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au niveau de l'entente sur les prix, donc je vais dire au niveau contrôle des institutions européennes sur voilà, un problème par rapport aux lois de la concurrence. Je veux dire, ça crée une distorsion au niveau de la loi de la concurrence, le fait de fixer un prix fixe. Voilà. Merci. Ok, merci. Oui, j'avais une question pour le ministre, donc je vous répondrai peut-être à sa place. Donc vous êtes attentif à ce qu'on soit rémunéré, qu'on ait un prix juste. Donc pour l'instant, en agriculture biologique, on s'en sort plutôt pas trop mal. Par contre, si vous continuez et vous persistez dans l'objectif de faire une concurrence avec un produit sans phyto, le consommateur, il ne va plus s'y retrouver. Et donc vous risquez de mettre en concurrence les produits avec une charte, avec un label production agriculture biologique. Et donc, on risque de se retrouver avec un prix qui ne tiendra plus la route et le consommateur se détournera de nos produits. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est l'inverse. On produit en bio. On a le prix qui va chuter. Et alors, on fait comment? Merci. Ok. Merci. Encore une question? Une dernière? Oui. Bonjour, ce n'est pas tellement une question, c'est une observation. Enfin, 2-3 observations. D'abord, il y a eu un slide au début qu'on a mis avec les justes prix, avec les coûts de production, le prix de revient et le prix de vente. Pour la viande bovine, à mon avis, 4,92 le prix de vente, c'est le dessus, ce n'est pas une moyenne. Quand on prend une moyenne de 4,50 du prix de revient,
J'espère que le ministre n'a pas retenu ce chiffre-là pour après. Okay. Tu as raison. Maintenant, pour la promotion, il y a eu un plan de promotion prévu pour cette année-ci, qui pour moi est fort bon et qui tient bien la route. On a un nouveau directeur de la PACUI, je crois qu'il va convenir. J'espère qu'il va, tient la route. Il va continuer comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par ma petite expérience que j'ai eue jusque maintenant, avec la promotion au quoi l'autre, j'espère qu'on ne va pas le laisser tout seul à la PACUI tirer son plan au quoi l'autre. J'espère qu'on nous a mis, entre guillemets, un nouveau tracteur. J'espère que les machines qui étaient là, qui sont peut-être usées ou qui doivent être entretenues ou quoi l'autre, conviennent avec le tracteur qu'on nous a mis. C'est ça que je veux dire. Ok, on prend même note. On va laisser la réponse. Encore autre chose? Voilà, et alors encore une autre observation. La DG3 a dit qu'elle était à notre service. Monsieur Marot, je suis entièrement d'accord avec vous, quoi l'autre. Mais il y a encore trop de producteurs qui viennent de recevoir une lettre avec les MAI qui nous réclament de l'argent qu'on a reçu injustement, soi-disant, avec les 3/12e. On n'a rien fait, on n'a rien demandé pour qu'on change le curseur de la date de commencement de l'année ou quoi l'autre. Et je trouve malheureux qu'on nous envoie une lettre comme ça dans les conditions qu'on est actuellement au quoi l'autre, alors que ce n'est pas nous autres qui avons demandé de changer la date. Ok. Dernière intervention. Oui. En fait, j'ai deux questions, une petite question de compréhension. Donc, sur un slide, il y avait tous les critères pour le lait équitable, enfin le lait des consommateurs, la marque des consommateurs. Il y avait sans OGM. À la fin, il y avait sans OGM, donc encore quelques cents en plus. Et puis, sans oméga 3, entre guillemets, luzerne, et donc encore une fois quelques cents en plus. Je n'ai pas compris pourquoi les consommateurs ne souhaitent pas de lait avec du... Enfin, je n'ai pas bien compris. Alors, pour revenir à toute cette question de prix, en fait, je reviens à la première intervention et à la deuxième. La première, on a bien vu qu'au moins 40% des consommateurs ne se soucient pas du prix. Donc, ils font des achats, ils n'ont même pas d'idée de ce que ça coûte. Et puis, encore un petit pourcentage qui croit connaître les prix, mais où ils se trompent également. Donc, on est à 50% de gens qui n'ont aucune idée de ce que ça coûte, l'alimentation. Donc, en deuxième intervention, on reparlait de le premier critère du consommateur et le prix. Je pense que c'est faux. Donc, le premier critère et le prix est juste pour 50% des consommateurs. Donc, on ne peut pas généraliser. Voilà, c'était juste. Juste par rapport à ça, l'éclaircissement, c'est que dans le deuxième critère, c'est le prix au consommateur, c'est une rémunération juste. Donc, ils ne font pas de lien, effectivement, entre ce qu'ils payent pour acheter et ce qui va au producteur, mais ils sont sensibles à cette question, sans savoir de quoi ils parlent. On est bien d'accord. Alors, donc on va commencer par c'est qui le patron? Donc, nombre de producteurs dans la démarche, comment ça se passe la collecte, est-ce qu'il y a des difficultés sur les ententes sur les prix, et donc la question des oméga 3. Alors, il y a actuellement, on travaille avec une coopérative qui est située dans la Bresse en France, de 50 producteurs qui produisent 26 millions de litres de lait. Et on a une laiterie qui s'occupe elle-même de la collecte. Voilà comment ça fonctionne actuellement. Donc les 39 centimes sont hors collecte. Hein. La collecte, c'est sur la charge de la laiterie. Alors la question sur l'entente. Alors ça, c'est une question pointue. Effectivement, il faut y faire très, très attention. Nous, on parle de la rémunération du producteur. On veut qu'effectivement que le producteur... Mais c'est vrai que le producteur, quand vous êtes dans une entreprise, il y a des gens qui ont des salaires, hein, c'est pareil, hein, c'est fixe. Hein, il y a un SMIC qui est créé, enfin en France, il y a un SMIC, je pense que c'est pareil en Belgique. Hein, voilà, donc c'est quand même sa rémunération qui est en face de son travail. On vient pas... c'est pas de l'aumône, quoi. Il y a un travail et on doit le payer justement. C'est ça hein, dont on parle. Ensuite, il y a tout le reste de la chaîne. Donc ça va concerner la collecte, la laiterie, combien touche celui qui fournit l'emballage, les livraisons, la distribution, et ça, on ne connaît pas le détail. Moi, je ne connais pas le détail, et puis il est bien sûr interdit de le communiquer pour des raisons, effectivement, de loi sur la concurrence. Le prix maximum, le prix conseillé, on va dire, parce que c'est le prix qui a été voté par le consommateur à 99 centimes, donc c'est un prix maximum conseillé, le distributeur de suivre ce prix-là. Maintenant, s'il l'augmente, je lui souhaite bon courage quand même, parce que les consommateurs sont un peu au courant.
Puis s'il le baisse, bah, tant mieux, il rognera ses marges, mais en tout cas, ça ne touchera pas au producteur, à ce que touche le producteur. Voilà, voilà comment on gère, on voit les choses. Alors, la question, alors l'oméga 3, en fait, c'est le slide en fait, il y avait les deux réponses possibles et la réponse choisie était en gras. Et la réponse choisie sur les oméga 3, c'était donc avec une alimentation qui favorise les oméga 3. Et sur les OGM, c'était une alimentation sans OGM, évidemment, aussi. C'est ça. Donc il fallait voir la partie qui était en gras. Alors je changerai le slide pour que ce soit plus clair. Merci. La promotion, alors, où sont les outils? Simplement, je prends comme un compliment d'être comparé à un John Deere. Ça, il n'y a pas de problème. Tu n'aurais pas dû donner une marque. Et je suis venu avec ma charrue en chef. Et donc, ça fonctionne très bien. Alors, bon, je remercie Henri de son appréciation sur le plan opérationnel. Donc, ça, bon, voilà, effectivement, c'est un plan opérationnel qui, je pense, est de qualité. Mais il y a une chose importante que je me permets de souligner ici, c'est que le débat que nous avons aujourd'hui nous conduit à considérer si oui ou non, demain, dans ce plan opérationnel, enfin, au travers de ce plan opérationnel, nous allons considérer le prix comme un argument de vente, c'est-à-dire un argument de marketing, de commercialisation, ou comme un objectif à atteindre. Parce que ça, c'est très différent pour nous en termes de méthode de travail. Raison pour laquelle, et lorsque Henri nous dit, ben voilà, il ne faut pas me laisser tout seul, bon, je ne suis pas tout seul, j'ai des gens d'excellente qualité avec moi, mais c'est aussi avec les producteurs aussi que nous devrons parfois, peut-être, et peut-être même rapidement, faire les premiers ajustements de ce plan pour voir quelles orientations nous prenons, notamment par rapport à cet argument du prix. Donc voilà. Merci. Alors, il y a le bio, 2 questions sur le bio et la lettre pour les MAE. Bon, la lettre pour les MAE, d'abord, je ne suis pas l'inspecteur général du département qui gère ces dossiers, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une modification de réglementation et il y avait des mois qui étaient à cheval les uns sur les autres. Il y a eu une nécessité donc de clarifier. Maintenant, quant à la lettre, je ne connais pas le contenu dans les détails. Voilà. Voilà, moi je vais passer à la remarque sur le 0% phyto versus 100% agriculture biologique. En commençant par couper le canard, personne, et le ministre l'a encore rappelé il y a 2 heures, n'a jamais dit qu'il voulait 100% bio, il a bien précisé les chiffres. Je ne sais plus si c'est à vous, parce que comme je ne suis pas très physionomiste, mais en tout cas il y a 15 jours, il a aussi été très clair dans une rencontre avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture de la province du Hainaut pour bien expliquer qu'il s'agissait de 2 démarches radicalement différentes. L'objectif du territoire sans phyto est une démarche à long terme, à faire ensemble et à faire de façon modulée selon les secteurs. Je voudrais quand même rappeler que si on regarde la forêt, le code forestier interdit déjà le phyto. Si on regarde les surfaces en bio, et je ferai une petite incise en disant que le cahier des charges bio autorise des phytos non de synthèse. Si on regarde des mesures qui sont déjà décidées, type interdiction de phytos sur les terrains publics, type interdiction de certains phytos pour les particuliers, ben on sera très vite à 2/3 du territoire wallon sans phyto. Et on est très bien conscient qu'il y a d'autres cultures qui vont demander beaucoup de temps d'adaptation. Mais ça, si vous voulez, Joseph, je lance l'invitation, on en reparle dans 3 heures à Warem. Ça va. Je voudrais quand même aussi rappeler, excusez-moi, que la démarche de passer au bio est une démarche volontaire et on ne l'imposera jamais à celui qui ne veut pas. Et aujourd'hui, moi je fais quand même un constat, c'est que la demande wallonne est loin d'être couverte par notre propre production. On doit importer des produits bio pour couvrir cette demande. Bon, je ne vais pas rebondir sur ce que certains ont pu voir hier à la télévision. C'est un reportage diffusé sur la télévision belge, mais totalement tourné en France.
Et donc, on a beaucoup parlé effectivement de la bio et pas du bio, mais qui était exclusivement à charge et en tout cas qui demande peut-être aussi certaines mises au point. Et juste pour terminer là-dessus, il y a 15 jours, moi j'avais la visite d'un directeur de laiterie qui m'a dit deux choses. C'est clair que si la production de lait bio double, je ne saurais pas l'absorber. Mais aujourd'hui, j'ai une demande qui n'est pas couverte. Et si vous connaissez des producteurs, envoyez-les-moi. Et de préférence, aidez peut-être ces producteurs à changer de laiterie. Ça, c'était le message. Très bien. José, est-ce que je pense qu'il est l'heure de clôturer. Donc, est-ce que je peux te demander de nous donner ton petit avis sur ces discussions et les conclusions qu'on pourrait en tirer? Peut-être. Là, effectivement, Manu, c'est un exercice difficile parce que l'heure est avancée. La journée a été longue et, comme je viens de le dire, elle n'est pas encore terminée. Et qu'en plus, il y a quand même un petit virus là qui m'empêche de crier comme je le voudrais. Mais l'exercice est surtout difficile parce que la notion de prix juste est vaste, elle est complexe. Mais bon, sans revenir sur le détail de chaque intervention, parce que je crois que ça serait beaucoup trop long, moi, ce que j'en retire, c'est qu'il y a quand même des constats qui sont très largement partagés. Les prix à la production sont majoritairement subis par les producteurs. Je dirais, il y a quelques années, dans un groupe qui s'appelait Groupe à haut niveau lait, certains participants ont découvert, horrifiés, que tous les mois, des producteurs livraient du lait, parfois en quantité importante, sans savoir à quel prix ils seraient payés. Et qu'à la limite, dans certains États membres, les producteurs n'avaient même pas connaissance de la formule de calcul du prix qu'on leur payerait dans les 2 mois. Donc, ils étaient d'accord sur le volume, et puis ils espéraient peut-être qu'on leur explique 2 mois plus tard quel montant ils recevaient. Bon, je sais que c'est une discussion qu'on craint dans un autre secteur, et moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le consommateur, lui, malgré tout ce qu'on dit, malgré tous les sondages, il reste quand même guidé par le prix. Par contre, il est le plus souvent incapable d'estimer la valeur du produit. Moi, ça m'a frappé dans le petit film. 11 € pour 1 kilo de chicken tender, c'est trop cher, pas trop cher. Ben, c'est vrai qu'il y a des gens, dès qu'ils doivent payer, c'est trop cher. Mais ils n'arrivent pas à donner une valeur au produit. Et encore plus, on l'a encore rappelé ici dans la discussion, le consommateur méconnaît ou ignore, c'est plus correct, ignore complètement la part du produit final qui revient au producteur. Alors, encore plus, de pouvoir estimer la part qui devrait revenir au producteur. Donc, je tire de là qu'il y a un besoin énorme de dialogue avec le producteur. Il y a un besoin énorme de transparence au sein de la chaîne alimentaire. Bon, le ministre l'a dit tout à l'heure, un prix élevé, ça peut refléter beaucoup de situations. Un prix bas, ça en reflète encore d'autres. Il faut aussi que le consommateur sache que derrière un prix bas, ça se fait parfois au détriment de l'environnement, ça se fait au détriment des conditions sociales, et ça se fait toujours au détriment du producteur. Donc il y a vraiment un besoin d'expliquer. Il y a une petite réflexion que je me faisais en préparant cet après-midi. Il faut qu'on puisse expliquer au consommateur que quand il est dans son supermarché devant 2 poulets, que d'un côté il y a un poulet standard, produit en 42 jours, qui a mangé 3 kilos de céréales. Et puis à côté, il y en a un qui a grandi en 84 jours, et le producteur, voilà ce qu'il reçoit. Ça, on ne le fait peut-être pas assez non plus.
Petite lumière quand même au bout du tunnel, c'est que le consommateur a des attentes, certes grandissantes, mais en tout cas il a une attente forte aujourd'hui en matière de produits identifiés, en matière de produits locaux. Et quand je dis des produits identifiés, ça peut aussi conclure, porter sur les prix justes. Dans ce que j'ai noté, un intervenant a parlé de la perte de confiance du consommateur. C'est quand même grave quand on entend, je ne sais plus qui, je pense que c'était Jean Ziegler, dire « mais aujourd'hui on ne devrait plus souhaiter bon appétit mais bonne chance ». C'est grave, c'est très grave. Et la confiance se perd beaucoup plus vite qu'elle se gagne, malheureusement. Et donc là aussi, il y a vraiment un besoin de transparence pour regagner cette confiance. Alors juste un mot sur les trois démarches qui ont été présentées. Mais, je dirais pour la concertation de chaîne et pour Agriéthique, nous avons une démarche qui porte sur l'ensemble de la filière. Ce qui est intéressant évidemment dans Agriéthique, c'est que lorsqu'on parle du prix, c'est le producteur qui est à la base du prix. Alors pour le lait de C'est qui le patron, très intéressant, on voit qu'au démarrage de la chaîne, c'est le consommateur qui a fixé le prix qu'il était prêt à payer pour assurer cette rémunération équitable au producteur, qui est quand même finalement la chose qui devrait guider toutes les démarches. Et juste pour terminer encore un mot sur ce que j'ai noté dans le débat, c'est que dans les deux cas, nous avons des coopératives qui ont décidé d'organiser et de gérer leur offre dans cette démarche. Et donc de garantir un accès ouvert, mais limité à chaque producteur, pour ne pas que la démarche soit captée par quelques producteurs. Je pense que vous avez parlé de 40 000 tonnes pour Agriéthique. 40 000 tonnes, ça fait 5 000 hectares. À peu près. 1 million de litres, même après un mois, imaginons que vous restiez sur ce train, 12 millions de litres par an, ça ne représente pas la production de beaucoup d'exploitations. Avec un seul distributeur, donc c'est clair que ça doit essaimer, ça doit diffuser, mais que chaque producteur intéressé puisse avoir sa part de gâteau, aussi petite soit-elle, ça me paraît être aussi un exemple intéressant à souligner. Alors, Manu, il y a peut-être une chose que je n'ai pas beaucoup entendue. Est-ce qu'il faut labelliser le produit? Est-ce qu'il faut labelliser la démarche? Je retirerai de l'exposé de monsieur qu'un label est intéressant. Il faut construire sur l'attente du consommateur en la matière. Personnellement, je pense qu'il faut peut-être plus labelliser la démarche que labelliser le produit. Parce que labelliser le produit, ça demanderait cahier des charges, ça demanderait contrôle, et personne n'aime être contrôlé. Vous nous le dites tous les jours. Donc, labellisons plutôt une démarche. Et je terminerai là-dessus. Je pense que voilà, j'ai déjà été suffisamment long. Merci à tous. Je vais donc juste vous souhaiter quand même de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous retiendrez de ces discussions qu'on voudrait en tout cas, quelles que soient minimes les perspectives et les opportunités, les prendre, que le métier, que les produits ont de la valeur, qu'il faut qu'on la défende, qu'il faut qu'on la mette en valeur et qu'on la vende. Et donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et il y a quand même une bière qui vous attend avant de rentrer. Merci.